Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Linda Rieux, bonjour. Bonjour. Alors Linda, tu as été une travailleuse humanitaire. C'est un témoignage et un parcours que tu racontes dans une conférence gesticulée. Alors une conférence gesticulée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une conférence un petit peu mêlée à du spectacle dans lequel on intègre des éléments de sa vie personnelle pour pouvoir faire passer des messages, des informations de façon un peu plus ludique. Ça vient, si je me trompe pas, et tu me corrigeras le cas échéant, de l'éducation populaire. C'est Franck Lepage qui avait beaucoup initié ça en France. Et d'ailleurs, c'est sur sa chaîne YouTube que se trouve ta conférence qui s'appelle Je ne suis pas un héros. Donc, on en reparlera dans cette interview. Je ne suis plus un héros. Je ne suis plus un héros, exactement. Autant pour moi. Pas de souci. Je ne suis pas un héros, c'est une référence. Oui, parce que quand même, ça fait référence à Daniel Balavoine, qui est un des points que j'aborde dans ma conférence, l'amour de ma vie, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est exactement ce que je disais. Des éléments personnels qui sont associés à des éléments très techniques, même parfois. Donc on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu à la fin, pardon. Est-ce que déjà, dans un premier temps, Linda, tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent? Ben oui, alors du coup, moi j'ai 43 ans aujourd'hui, je suis originaire du Pays Basque et donc j'ai été humanitaire entre 2014, 2015 et un petit peu de début 2016, donc j'ai pas non plus une expérience très longue du monde de l'humanitaire, mais suffisamment puissante à mon goût pour avoir eu envie de la raconter sur scène. Je suis issue à la base je suis agronome et donc ingénieure en écologie. Et donc j'ai d'abord travaillé 10 ans dans la protection des animaux sauvages avant de m'occuper d'Homo sapiens, avant de me tourner vers les humains. Et donc moi dans l'humanitaire, j'ai été ce qu'on appelle une WATSAN, donc Water and Sanitation. Donc une personne en charge de fournir de l'eau potable sur les missions. Donc là, en l'occurrence, des hôpitaux, parce que je travaille pour Médecins sans frontières. De mettre en place des systèmes d'assainissement et puis des mesures d'hygiène, donc en fonction des contextes. Pour faire ça, j'ai repris du coup à l'âge de 34 ans, c'est ça, en 2014, des études à l'école, à l'Institut Bioforce de Vénissieux. Donc pendant 6 mois, et voilà, histoire vraiment d'être armé, on va dire, pour intervenir de manière efficace sur le terrain, parce que moi je considère que humanitaire en tant que tel, c'est vraiment aujourd'hui un métier qui nécessite de se professionnaliser, qui nécessite une expertise, qui nécessite aussi de connaître la gestion des risques, etc. Donc voilà. Tu veux que je continue plus là-dessus ou On y reviendra, c'est hyper intéressant. Est-ce que déjà, donc, tu avais ce parcours d'agronome, qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, tu as envie, à 34 ans, comme tu le dis, Ouais, de partir faire de l'humanitaire? On sait que c'est multifactoriel, mais oui. à ton avis, là, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui fait que tu as voulu te lancer dans cette aventure humanitaire? Ouais, comme je le dis, je le dis pas dans ma com, je pense, mais en tout cas, les raisons qui fait qu'on part en humanitaire, elles sont multiples. Moi, j'ai l'image d'une valise en fait dans laquelle on met toutes nos raisons et qu'on emmène avec nous en mission, avec les raisons officielles qui sont celles quand même depuis petite de la curiosité à l'autre, d'une certaine forme d'injustice dans le monde. Bon, mais ça qu'on partage un peu tous quand on s'engage, je pense. Et donc aussi avec un faux plancher dans cette valise avec des raisons un peu plus occultes ou ignorées ou en tout cas qu'on découvre plus tard.
Et moi, c'était un peu un mélange des deux. Donc moi, depuis petite, ma famille, on n'est pas des grands voyageurs, mais j'ai été passionnée par l'Afrique. En tout cas, je me ressentais attirée par ce continent. Depuis petite, je me peinturelurais le visage en noir pendant les carnavals dans mon village. Enfin voilà, j'avais vraiment ce truc-là du continent noir dont je n'avais aucune idée, mais qui était quand même quelque chose qui m'animait. Et l'autre chose qui m'animait beaucoup quand j'étais petite, c'était les animaux. Du coup, eh ben pour mélanger les deux, au début, moi j'ai travaillé je faisais des missions pour évaluer l'impact de l'exploitation forestière sur la faune sauvage, sur des sites d'exploitation de bois en Afrique centrale notamment. Donc ben là, en fait, j'allais enquêter pour voir où les gens s'approvisionnaient en viande de brousse pour se nourrir quand il y avait des sites d'exploitation de bois qui étaient ouverts et créés, parce que ça peut créer des villages de plus de 10 000 habitants au cœur des forêts. Donc comment on s'approvisionne, où vont les chasseurs, qu'est-ce qui est chassé, quelle quantité, et que mangent les familles, etc. Et déjà là, ben il y avait quand même ce côté où on me demandait d'identifier le braconnage, et moi je voyais des gens qui globalement, pour bon nombre d'entre eux, mangeaient pas à leur faim. Tu vois, il y avait des incohérences comme ça dans ce que je vivais de la réalité du terrain et dans eh ben les projets de conservation qui venaient de l'Europe, qui venaient bah voilà, hein, de l'Occident, et qui étaient un peu en incohérence. Bref. Et donc là, Et excuse-moi de te couper, mais donc là, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, avant même de te former, et on y reviendra avec l'Institut Bioforce, tu avais déjà, de par ton métier et ton expertise en tant qu'ingénieur agronome, tu avais déjà travaillé sur des projets internationaux. Tu te déplaçais sur le terrain oui, toi-même? ah oui, oui. Et puis là, d'ailleurs, enfin, on va passer là-dessus. J'étais stagiaire d'un centre de recherche français. Au niveau conditions sécu, j'ai été seule blanche femme dans un village pendant plus de 3 mois avec 10 000 Noirs bantous, une centaine de Pygmées et 12 Libanais qui géraient l'exploitation forestière. Donc, c'était en termes de contexte sécuritaire, voilà, je préfère être au sein d'une organisation humanitaire après, parce que quand même, au niveau risque-prix, et puis c'était une époque, 2003, pas de liaison téléphone, rien du tout. Donc, oui, 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 mais j'avais envie de ça, en fait. J'étais après ça, à titre personnel, j'ai continué à travailler dans des projets de protection de la faune sauvage en Guyane pour les tortues marines, au Parc national des Pyrénées, une fois revenu en France. Je gardais toujours à titre perso, je suis repartie énormément toute seule en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, apprendre le balafon, un instrument de musique traditionnelle. J'ai eu envie aussi de vivre un temps, je dis 10 jours, mais bon, c'était quand même avec des éleveurs Peul de zébus. Et cette expérience a été forte aussi dans le côté, tu débarques dans un village et personne ne parle français. Et donc, comment tu te débrouilles? Et en tant que femme, quelle place on te trouve dans la communauté? Ça. Et petit à petit, j'ai quand même réalisé que ce désir d'appartenir à l'Afrique, eh bien, il y avait la réalité qui faisait que je pouvais pas appartenir pleinement de par ma couleur de peau, de par ma biologie personnelle, où je tombais quand même malade. J'ai fait des crises de palu, des infections intestinales à répétition. Et puis en tant que blanche, tout babou, la blanche, eh ben, je générais aussi, en venant seule comme ça, tu vois, dans un village Peul, un déséquilibre dans la communauté, forcément, par tout ce que ma couleur de peau véhicule de stéréotypes de colonisation, le blanc, l'argent, etc. Voilà, on a chacun nos stéréotypes associés, des clichés associés à ce qu'on renvoie de notre physique, quoi. Et donc, je me suis dit aussi que si je devais revenir sur le continent africain ou dans d'autres pays étrangers, ce serait dans le cadre d'une mission bien précise et avec une raison particulière d'y être. Et puis surtout, j'avais vraiment à cœur, en m'impliquant dans l'humanitaire, que ce soit des missions d'urgence, histoire aussi de se dire que c'était des moments où un État ou une population est dépassée, ne peut plus gérer la crise à laquelle elle fait face. Et donc là,
en tant qu'humanitaire, membre d'une équipe internationale, j'avais ma légitimité à être présente dans ce pays-là. Mais au bout de presque 10 ans de voyage dans différents pays africains, j'avais plus de légitimité pour moi, en tout cas, à y être à titre perso, quoi. C'était vraiment de l'incohérence interne. Enfin, je ne ressentais plus du tout le, 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 le bien, enfin le bien, c'est pas une notion de bien et de mal, mais je veux dire ouais, l'alignement, quoi, la pertinence d'y être, en fait. Pour qui, pourquoi. Alors oui, j'aurais pu voyager, mais bon, non, j'y voyais plus le sens. Ouais, c'est vraiment ça, c'est une question de sens, voilà. Et c'est ça qui m'a fait. Bon, il y a eu ça. Bon, il y a eu aussi que à côté du boulot que j'avais dans plutôt la protection de la faune sauvage, j'étais bénévole à Médecins du Monde en Guyane, par exemple. J'accompagnais les personnes à remplir justement les fameux papiers pour avoir accès aux droits médicaux qui sont aujourd'hui privés. Voilà, hein, c'est en plein débat en France, mais voilà, je travaillais euh, dans ce genre d'organisation-là. Au Burkina Faso, j'étais en lien avec une asso c'était un collectif de femmes qui travaillait sur la prévention du sida, mère-enfant, voilà, des choses comme ça. J'avais toujours quand même ce volet humanitaire au fond de moi qui, au final, à un moment, suite au décès de mon meilleur ami, en fait, eh bien, tu vois, c'est ce truc de te réveiller un matin. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu te réveilles un matin et tu sais plus dans quel lit tu es. Enfin, tu sais même plus où t'es, dans quelle chambre. Et des fois, ça te fait ça dans ta vie aussi. C'est que tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et là, c'était au bout de 3 ans dans la fonction publique en France, où clairement le ronron de l'institution ne m'allait plus du tout. Même si le sens de la protection de la faune sauvage et tout, bah voilà, les gens trouvaient que c'était un beau métier. Pour moi, j'y voyais plus de sens aussi dans la dynamique qui était pas là, quoi. Voilà, c'est tout ça. Et en fait, je fonctionne beaucoup par feu vert, c'est-à-dire je vais postuler à Bioforce, je vais passer les concours parce qu'à l'époque, c'était quand même pas rien les concours Bioforce. C'était sur 2 jours avec un nombre d'épreuves qui s'enchaînent bien. On sort de là bien sur les rotules déjà, on comprend bien que ça va être costaud. Et donc, ben voilà, c'était feu vert après feu vert. Faut voir aussi que, je sais plus, je sais pas maintenant, mais à l'époque, la formation a été de 12 000 € pour 6 mois. Je les avais pas du tout, moi. Et puis c'était, alors, par contre, un truc hors de question que je fasse un crédit, Mm. voilà, que j'emprunte pour travailler, en fait. Enfin, voilà. Ça, pour moi, c'était un peu, non. Mais je sais pas comment je me suis débrouillée au concours. J'ai eu une bourse de la région Rhône-Alpes et de Pôle Emploi qui m'ont permis de financer Bioforce. C'est ça, Et c'est voilà quoi. que il y a beaucoup de financement, hein, pour toutes les formations en France. Ouais, ouais. Ouais. Effectivement, Enfin, je beaucoup sais de que. temps. Ouais. Je sais pas, dans ma classe, on n'était pas non plus si nombreux que ça à avoir eu des Ok, bourses et tout, hein. Il y en a pas mal qui quand même aussi, compris sur eux. voilà, empruntent ou avaient l'argent de côté parce que c'est pas mal de reconversion aussi. Bref. Mais donc Donc justement, c'est pas si simple que ça d'intégrer Bioforce, comme tu le disais, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue du concours, il est sélectif aussi, et même même c'est quand même un certain temps consacré à de la formation. Qu'est-ce qui fait que tu te dis j'ai besoin de me former? ben clairement, bah je crois que j'avais déjà postulé à Action contre la faim avant d'intégrer Bioforce et que je m'étais fait retoquer à chaque fois. Malgré, bah, tu vois, mon diplôme d'agronome et une certaine connaissance en gestion de projet. Et là, non, c'était que moi, j'ai vu le programme sur le site de Bioforce, j'ai vu ce que le métier de responsable de programme eau, hygiène et assainissement proposait. Et je dis, ah ben clairement, si c'est ce métier-là que je dois faire, vu les modules qu'on va aborder, je ne connais rien, quoi. Même si après, il y a certains modules, en fonction de l'organisation dans laquelle tu finis par t'intégrer, tu utilises plus ou moins les modules qui te sont enseignés, mais c'est toujours une richesse en fait. Mais tu vois, moi, l'aspect de l'eau dans le monde médical et des maladies hydriques, des maladies liées à l'eau, c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout, quoi. Et donc le traitement de l'eau, la gestion de tout ce qui est
eh bien, déchets, eau grise, eau noire, donc notamment en contexte d'épidémie. Comment tu fais pour éviter que le choléra, une bactérie, finisse dans les eaux usées et continue d'alimenter le cycle des épidémies et que les gens se recontaminent, etc. Bon, et donc tout ça, c'est vraiment. Et puis alors, on a eu enfin moi, les 6 mois de Bioforce, ça a été une mission dans la mission, quoi. C'était intense de chez intense, mais j'ai eu des formateurs au top, quoi. Alors je sais pas maintenant comment ça évolue. Je sais que Bioforce, ils axent beaucoup maintenant la formation vers Dakar, vers voilà du staff originaire du continent africain. Et moi je trouve ça super en fait qu'il y ait la montée de compétences dans les pays qui ont besoin enfin voilà, qui vivent les crises, même si en France on en vit aussi. Hein. Je sais qu'en tout cas moi c'était un enseignement ouais hyper fort et surtout que à la fin de Bioforce finalement ouais mais je vais pas dire les portes des organisations ont été ouvertes mais quand même ça facilite grandement le truc quoi. Toi, tu as un forum des ONG à la fin de la formation où on te présente chacune des organisations pour aussi savoir. C'est tellement riche en fait que tu peux t'orienter dans du développement ou de l'urgence, comme moi je disais. Enfin, en tout cas, c'était le contexte qui m'allait le mieux. Excuse-moi, est-ce que Euh, tu peux expliquer justement cette distinction urgence-développement? On en a déjà parlé dans le podcast, mais là c'est intéressant parce que toi, avec ton parcours d'ingénieur agronome, tu avais justement été sur des ouais, programmes qui étaient plutôt en lien avec le développement. Et de ce que j'entends, de ce oui, que tu me dis tout à l'heure, t'as voulu faire un choix assez franc vers l'urgence. Alors, ouais, pour ceux qui nous écoutent, il y a une distinction urgence-développement dans le secteur humanitaire. Linda, je veux bien que tu nous la présentes, ou en tout cas ta vision. Elle n'est pas aussi binaire que ça sur le terrain, ça, ouais, mais elle est importante à comprendre pour savoir un peu les grandes orientations lorsqu'on décide de se lancer dans l'humanitaire. ouais. Ben, l'urgence, c'est les missions qui interviennent juste après une crise, que ce soit une catastrophe naturelle, un conflit armé, une épidémie. C'est souvent des contextes où le pays, la population ne peut pas faire face seule à cette crise et donc demande l'aide internationale et c'est un déploiement rapide. Euh, on dit de courte durée, mais en fait c'est pas tant vrai que ça dépend des contextes d'urgence, mais la vocation de la mission d'urgence, c'est de permettre la survie des populations. On est vraiment sur des besoins essentiels, permettre aux gens d'avoir accès à de l'eau potable, de la nourriture, d'être en sécurité. Donc voilà, c'est plutôt ça l'urgence sur la survie des populations. Après, le développement, bah, ça va être des missions post-crise avec plutôt un renfort des capacités. On va s'attaquer plutôt à réduire la vulnérabilité des populations par des programmes d'autonomisation voilà, qui permettent la croissance en fait. Mais du coup, avec cette notion qu'on est sorti de la crise quand même, qu'on est sur quelque chose de plus de moins, comment on va dire ça, la survie n'est plus en jeu, quoi. Voilà, on est plutôt sur du renfort de capacité. Euh, on peut avoir des missions d'urgence qui peuvent durer des dizaines d'années, comme par exemple, voilà, l'aide qui est faite aux réfugiés au nord du Kenya ou des choses comme ça, et puis on peut avoir des missions de développement de très courte durée aussi. Je sais pas moi, si tu viens à mettre en place une laiterie ou je sais pas, quelque chose qui nécessite juste à un instant donné que tu construises un truc. Bon bref. Donc bon, c'est pas voilà binaire et au milieu on a tout ce qui est réhabilitation. Donc c'est ces trois piliers là où et dans une structure au final tu te rends compte que tu peux toucher à la fois des missions de développement, d'urgence en fonction des pays. Je sais que chez MSF, moi, j'ai été quand même étonnée de voir qu'au final, on faisait quelque part du développement sans trop le dire. On appelle ça des projets réguliers.
Oui, bon, voilà. Et moi, je trouve que d'ailleurs, si on peut faire un petit aparté de ça, mais le développement nécessite beaucoup plus, selon moi, de prendre le pouls de, même plus que le pouls, en tout cas, de comprendre de quelle manière la population souhaite mettre en place son projet, de beaucoup plus l'inscrire dans une culture, dans une façon de fonctionner presque anthropologique en fait. Et que l'urgence, on est un peu, enfin en tout cas chez MSF, avec des kits déjà préconçus de le choléra arrive dans un coin, on a un kit choléra pour venir en aide à tant de personnes, voilà, et c'est tout comme ça, c'est envoyé par MSF Logistique à Bordeaux, et bim, ça arrive sur le terrain, on déploie, et c'est quand même assez universel dans la réponse, quoi. Alors, beaucoup avec du plastique, hein. Quand on commence à aborder des notions d'écologie en urgence, bon, c'est encore un pan, hein. Mais du coup, et ben c'est ça qui, en tout cas, moi je trouve que voilà, les projets réguliers chez MSF, on est parfois encore un peu dans ce truc du kit universel, alors qu'il y aurait besoin, et il y a des anthropologues qui sont de plus en plus recrutés pour ça, hein, mais de vraiment intégrer la manière de fonctionner des populations au déploiement des projets, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais C'est très clair, merci beaucoup. Et ça va me permettre de revenir un petit peu en arrière. Tu as dit que tu avais choisi de devenir coordinatrice eau, hygiène et assainissement. En tout cas, tu as fait une formation là-dedans. Euh, Déjà, ma première question, c'est pourquoi partir sur ces questions-là de l'eau, ouais. sachant que quand on s'intéresse au secteur humanitaire, en fait, on pense pas tout de suite à l'eau, à l'eau potable. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi est-ce que toi, tu as choisi ce programme-là? Et ensuite, quelles sont les spécificités de la gestion de l'eau dans le secteur humanitaire, et notamment l'humanitaire d'urgence et des épidémies, comme tu as pu l'évoquer? Ben en fait l'eau c'était presque le fil logique entre mes guidants dans l'environnement, dans la protection des animaux sauvages où quand même j'étais beaucoup sur des projets de conservation par exemple de zones humides, les tortues marines, on baigne dans l'eau quand même. Bon, l'eau c'est la vie. Voilà, l'eau pour moi c'est la vie sous toutes ses formes et donc tu peux passer tu peux, tu meurs si tu as pas bu au bout de, c'est quoi, trois jours, c'est ça? Non, je sais même plus, tiens, tu vois, ça me fait dire des bêtises, mais en tout cas, c'est le point essentiel de la vie, c'est-à-dire que tu peux rester sans manger, je sais plus combien, je suis nulle en chiffres en plus d'ailleurs, mais en tout cas, si tu bois pas, tu meurs, voilà, point. Si tu bois pas, tu meurs. Et puis cette eau, il y a l'eau, elle tue 10 fois plus que tous les conflits armés sur la planète. En tout cas, l'eau parce qu'elle, par son manque, parce que bah du coup, quand tu manques d'eau, bah, voilà, hein, tu crèves. Et parce qu'elle contient de bactéries, de parasites, de virus. Et donc, je m'étais posé la question dans ma jeunesse de cette envie d'aller vers le monde médical et tout ça. Et ça me faisait reconnecter à ces questions-là. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fonction des missions, les Watson, ils sont associés soit au corps médical, soit au corps logistique. Ça dépend du contexte. Quand on est sur des contextes d'épidémie, on est plutôt rattaché aux médicaux parce qu'on va être en lien avec la biosécurité, bon, vis-à-vis de comment tu t'équipes par rapport à un virus, par rapport à une bactérie. Bon, moi je suis partie sur Ebola par exemple, donc c'est vrai que j'avais en charge notamment de gérer le matériel de biosécurité et ça c'est en lien direct avec les médicaux et la survie ben des soignants et de ceux qui interviennent dans la mission quoi. L'autre question que tu m'as posée, c'est quoi? C'est comment l'eau est gérée sur les projets, c'est ça? Je sais plus. Ou c'est pareil. Oui, quel est l'intérêt de l'eau? Tu y as répondu. Pourquoi est-ce que toi, ça t'avait intéressé? Tu y as répondu. Ouais. Et en fait, à quoi ça ressemble la gestion de l'eau? Tu as parlé de biosécurité. Ah oui. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer? Donc, tu finis Bioforce et quoi? Tout de suite après, tu pars sur la crise Ebola. Donc, on Ah oui. rappelle, c'était l'épidémie d'Ebola qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, en Guinée, Libéria, Sierra Leone, Ouais. entre 2014 2015. Ouais. C'est ça?
le patient zéro, il est identifié décembre 2013, mais en fait, on constate MSF arrive en mars 2014. L'OMS mettra beaucoup de temps à déclarer cette épidémie. Je crois que c'est en juillet ou août 2014. Donc, il y a déjà des cas énormes. Première fois que ça arrive en Afrique de l'Ouest, notamment dans des villes de forte concentration. Jusqu'alors, la maladie a été connue en République démocratique du Congo, mais dans des petits groupes en forêt. Et donc là, ça prend une flambée immédiate. Ça dépend des pays, la manière de se déployer du virus. Mais bon, bref, en tout cas, ça touche beaucoup de monde. Et donc MSF se déploie seul au début face à ça. Et un Watson dans une épidémie. Voilà. Alors moi, je finis Bioforce attends. Alors en juillet 2014, je finis Bioforce. Je prends un mois pour partir au Burkina Faso parce que j'avais pas assez d'Afrique, donc voilà, pour jouer de la musique. Je rentre en septembre et puis en fait ah non, avant ça je passe mon entretien d'embauche, donc je sais que je suis recrutée je pars en octobre faire mon préparation au premier départ, donc c'est une semaine. Là j'étais en Italie, mais ça peut être à Bruxelles. Moi j'étais rattachée à MSF Belgique, je précise juste parce que ils ont un super service Watson et les formateurs que j'avais vus à Bioforce étaient géniaux, donc voilà, j'avais envie d'être avec eux. Et donc, je fais ma préparation au premier départ d'une semaine. Et pendant cette semaine de préparation, on m'appelle pour me proposer de partir sur Ebola en Guinée, Conakry. Parce que les équipes de MSF, donc là on est, tu vois, en octobre, donc les équipes de MSF commencent à être le turnover, voilà, ils sont fatigués en fait. Il manque de RH. Il manque de RH francophone en plus de ça. Du coup, moi, je suis la première mission à partir sur Ebola. Et ça, j'aurais jamais pu partir sur Ebola en tant que première mission si j'avais pas fait Bioforce avant, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Et je renforce ça par 3 jours de formation intensive spécifique à cette intervention-là, à cette épidémie au sein de MSF. Et après, je pars. Je pars début novembre. Et puis moi, mon rôle là-bas, donc c'est clair, hein, ça va être. On a un centre de traitement Ebola sur Conakry, avec à peu près une capacité de 65 personnes quoi en zone confirmée. Et donc, moi, mon rôle, ça va être de gérer l'apport d'eau potable sur ce centre, tout le circuit de solutions chlorées. Et ça, sur Ebola, c'est la clé en fait de la gestion de la crise, c'est-à-dire des concentrations de solutions chlorées qui permettent de se décontaminer. Les objets qu'on utilise et tout, mais en tout cas aussi de se décontaminer quand on manipule des choses, quand on est à l'intérieur de la zone haut risque, ce qu'on appelle, c'est quand on est habillé de la tête aux pieds au contact des malades. Et puis, au moment où on sort de cette zone au risque, où on a tout un protocole aussi qui dure 10 minutes facilement de déshabillage, où on doit aussi se faire sprayer, donc pulvériser avec de la solution chlorée. Donc, c'est un apport permanent, une préparation permanente de ces solutions chlorées-là, avec une distribution à l'intérieur du centre pour aussi toujours se rincer les mains, etc., etc. Donc, il y a ça, il y a le matériel de biosécurité en tant que tel, vérifier qu'il y en a toujours, qu'il est toujours mis à dispo, qu'il est en bon état, former les gens à l'habillage et au déshabillage. Pour ça, moi, j'avais à peu près 80 personnel national qui étaient dans les équipes d'hygiénistes. Hein. Tout ce qui est gestion de l'assainissement, parce que tu vois, les toilettes, ceux qui font leurs besoins et les malades d'Ebola qui font leurs besoins, on fait quoi avec les toilettes? Le personnel, où c'est qu'on met les toilettes, etc. Les eaux usées aussi, les déchets, on fait quoi des déchets qui sont dans la zone au risque, bref. Et puis, au final, une des grosses parties aussi pour moi en tant que Watson, c'était la gestion des défunts sur l'épidémie. Donc la Alors, décontamination. Ouais. excuse-moi, juste avant ça, Linda, parce qu'on n'a pas vraiment précisé pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que tout le monde a déjà entendu parler d'Ebola. Ebola, tu l'as souligné, ça a été beaucoup
émergé en Mhm. République démocratique du Congo, et c'est d'ailleurs du fleuve Ebola que vient le nom de la Oui, maladie. Et il s'agit d'une maladie, en fait, pourquoi est-ce que c'est si grave que ça, une épidémie d'Ebola? C'est parce que c'est une maladie, quand on l'attrape, où on a très très peu de chances de survie sans traitement, et où le taux de oui, mortalité est extrêmement élevé. C'est, je crois, si je me trompe pas, ce qu'on appelle une fièvre hémorragique. C'est ce qui fait que tout ce qui est excrément et contact avec les personnes, ce sont des déchets qui sont à très haut risque, parce que c'est oui. par là que la contamination, pardon, se passe. Tu me confirmes? Oui, donc le taux de létalité, donc le risque de mourir une fois qu'on est contaminé, c'est entre 50 et 90%. Hmm. C'est quand même à comparaison du Covid, tu vois, si tu veux, dans des épidémies, bon, ça a rien à voir. Après, c'est un virus qui est présent dans nos fluides, donc au début, on va développer une fièvre, et donc le virus va être plutôt présent dans le sang. Et au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, il va se retrouver dans la transpiration, dans la salive, dans les larmes. Et au final, c'est les personnes défuntes qui sont les plus contaminantes, en fait. Et la maladie, elle s'est propagée notamment parce que bah, les familles préparaient les corps des personnes décédées de cette maladie et se contaminaient elles-mêmes, etc. Quoi. Voilà. Il y avait tous ces moments de contact au final qui font que tu peux attraper ce virus. Donc voilà, il y a le traitement de cette maladie, ça a été un déploiement d'un centre pour permettre l'isolement des malades et puis aussi le test. Il y a l'Institut Pasteur était venu pour tester les gens, savoir s'ils étaient ou pas porteurs du virus. Et après, enfin, la particularité au moment où moi je suis intervenue, c'est qu'il y avait ni traitement ni vaccin. Donc c'était comme de l'inaction humanitaire presque. Tu vois, c'était l'accompagnement des gens pour favoriser leur immunité, les aider un peu. Voilà, les médicaux, ils renforçaient quand même avec des perfusions ou autres, mais on n'avait pas un traitement spécifique pour arrêter la maladie, quoi. Ce qui fait que il y avait quand même globalement la moitié des gens qui mouraient. Et donc après, ben nous, en tant qu'hygiénistes, on était chargés de la décontamination du coup de ces défunts, d'assurer les enterrements sécurisés, c'est-à-dire dans des sacs mortuaires sécurisés, etc. Donc les corps étaient remis à la Croix-Rouge guinéenne. Avant ça, on a mis en place tout ce qui était la présentation des corps aux familles, qui était quand même quelque chose de très important pour être accepté dans la communauté. Voilà, donc en gros, si tu veux, Watson, quand tu regardes sur une épidémie comme sur un contexte comme ça, c'est hyper varié. C'est hyper varié. Et t'es en lien avec les psychologues qui, parce que ils annoncent aux malades qui sont contaminés, ils annoncent aux familles un défunt. T'es en lien avec les médicaux parce qu'ils te réfèrent aussi de ce malade-là, comment il va, celui-là il vient de décéder, ta. T'es aussi en lien avec eux parce qu'ils s'habillent pour rentrer dans la zone, donc il faut que tu gères aussi le truc. Voilà. C'est hyper varié. Et puis après ça, je suis partie, par exemple, tu vois, au Congo, Nord Congo, mise en place de centres de santé pour les réfugiés centrafricains. Ça n'avait rien à voir. C'était reprendre un hôpital de A à Z, un hôpital général, et vraiment trouver la manière de fournir alors c'est des plus gros déjà, fournir de l'eau potable, mettre en place, c'était plus dans du durable aussi, dans des travaux chantiers, quoi, tu vois, des systèmes, ouais, de gestion des eaux usées, etc. Bref et c'est ça que j'ai aimé moi, c'est vraiment ce truc de quand même être au milieu des hôpitaux, au milieu des centres de santé, donc d'avoir le pied vraiment dans le terrain auprès des malades et avoir des grosses équipes à gérer et puis ouais d'être dans ce truc un peu de logistique et de médical en même temps et toujours avec ce truc de l'eau quoi, c'est vraiment ouais, pour moi, c'est vital en fait, parce que tu es obligé aussi de comprendre le contexte géologique. Donc, d'un seul coup, tu dois étudier des cartes géologiques d'un pays que tu connais pas. Enfin, c'est vraiment la manière qu'ils ont de construire des puits, où c'est qu'ils boivent, est-ce qu'il y a des forages, est-ce qu'il y a des trucs, des zones de retenue anciennes. Enfin bon, bref, une source. Eh ben, je trouve ça génial en fait. Je sais pas. Tu vois, je pourrais même repartir encore aujourd'hui. Ouais. Et Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu parce que c'est assez étendu comme
Mais bon, en tapant Watson ou même en allant voir sur les Bioforce, il y a des témoignages de tout ce champ de ce métier-là. Mm. Et parce qu'il faut une formation spéciale pour pouvoir faire ça. N'importe qui peut faire cette formation à Bioforce, puisque il y a quand même des prérequis qui sont demandés. Toi, tu étais quand même ingénieur agronome, c'est ça à la base, donc t'avais quand même une formation scientifique euh, Ouais. qui te prédisposait un petit peu à ça. Est-ce qu'il y a besoin de ça, ou est-ce que moi demain je peux décider de me former à l'eau, l'hygiène et l'assainissement? Là, ça va dépendre aussi, comme c'est un concours, ça dépend aussi du nombre de personnes qui postulent, tu vois. Donc aujourd'hui, je pourrais pas dire. Euh, Quand je vois les modules qu'on a abordés, notamment l'hydrogéologie et ce genre de sujets-là, je pense qu'il faut quand même un petit background soit en gestion de l'eau ou en ingénierie ou en environnement ou euh, donc je pense, mais tu vois, je me suis même pas posé la question de mes autres collègues, qu'est-ce qu'ils avaient, ou alors j'ai oublié, je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient fait, mais je pense que au-delà des logisticiens, euh, nous on avait quand même, il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient par exemple, tu vois, travaillé dans des services d'eau en France et qui voulaient avoir un, un métier à l'international. Euh, ouais, il y avait quand même mais essaye, tu verras. Moi, tu vois, Écoute, j'ai jamais travaillé dans des services pour fournir de l'eau, mais j'avais ce truc-là du cycle de l'eau dans mon apprentissage donc bon, je sais pas, ça a quand même suffi. Et il y avait aussi ce truc de la gestion de projet, mine de rien, de la gestion d'équipe. Finalement, je pense que ça dépend de ton profil. Là, moi, j'avais déjà géré des équipes aussi et parce que, par exemple, pour le coup, j'étais hyper complémentaire de certains autres Watson qui étaient méga bricolos. Alors moi, tu veux, moi, je suis bonne dans la gestion d'équipe et dans, on va dire, la gestion d'artisans pour pouvoir faire des travaux. Et après, je peux contrôler quand même si les travaux sont bien faits ou pas faits. Mais si tu veux, le faire moi-même, ouais, à Bioforce, on nous a challengé sur le fait de faire une dalle en béton pour faire des toilettes sèches. Bon, je t'avoue que il vaut mieux le confier. Enfin, moi, il valait mieux que je le confie à quelqu'un plutôt que je le fasse moi-même. Hein. Enfin bon. Donc, et au milieu, et à MSF, tu vois, moi sur la mission Ebola, j'avais Norbert, je l'appelais Norbert les bons tuyaux. Il venait du Rwanda, ça faisait 20 ans qu'il était chez MSF. Il parlait pas beaucoup en termes de gestion RH, il était quand même pas GG. Et moi, du coup, j'avais ce côté fort là de faire le lien entre les équipes, voilà, de trouver des solutions collectives, Et donc, on était hyper complémentaires parce que pour le coup, le jour où on avait notre cuve de 1000 litres d'eau là, au-dessus de notre tête de solution chlorée, pas d'eau, de solution chlorée, qui avait le truc qui fuyait, et alors en 2 temps, 3 mouvements, il a réparé ça. Bon, je t'avoue que du coup, j'ai adoré apprendre avec ces personnes-là, quoi, aussi. Parce que même le pool Urgence Congo, c'est une équipe de logisticiens, bim, bam, boum. Ben ouais, ça, j'ai adoré apprendre à côté d'eux, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, je connais mes forces et mes faiblesses aussi. Et ça, c'est intéressant à voir comment tu te complètes dans les missions. Et donc, à l'intérieur de Bioforce, on avait des formations voilà, variables en termes de technique ou de gestion de projet qui faisaient qu'on était dans la même classe, mais avec des parcours quand même différents, quoi. Ouais. donc tu pars sur cette mission-là, tu pars sur d'autres missions aussi après derrière, si tu ne te contentes pas que de cette mission dans ta conférence gesticulée, donc on va en reparler. Tu dis quelque chose qui est intéressant, tu dis que la plupart des humanitaires euh, réalisent une seule mission et que toi tu en as réalisé au moins 4, donc tu as au moins 4 fois plus d'expérience que tous les autres Non, humanitaires, 4 fois plus de raisons d'en parler. de raison d'en parler. Ouais, j'ai découvert ça dans les chiffres de MSF, notamment. C'est peut-être pas vrai pour toutes les organisations, mais c'est vrai qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui partent à l'expatriation qui ne font qu'une mission et puis ils arrêtent.
C'est d'ailleurs assez difficile de savoir pourquoi ils arrêtent, voilà. Mais et moi, du coup, j'ai enchaîné. Il y a aussi le truc de bon, j'ai fait Bioforce, tata, je vais pas me contenter d'une mission, quoi. Enfin voilà. Et puis surtout, ouais, j'avais envie de voir d'autres terrains. Donc après, je suis rentrée en à Noël 2014 de Ebola. Je suis repartie 15 jours en Ouganda me former à la Watson. C'était génial. Avec MSF, j'en parle pas dans ma conf, mais hyper pointu. On a appris plein de trucs. Ça, c'est vraiment. Et puis donc en février, je me suis réenvolée pour le Congo, Nord Congo, et ça c'était mission d'exploration. Donc c'était tout début de projet auprès des réfugiés centrafricains, donc sur 100 kilomètres de fleuve je dis le fleuve parce que c'est plutôt la rivière Ubangui qui fait la frontière avec les deux pays entre Centrafrique et République démocratique du Congo. Donc, comment on met en place des centres de santé, des cliniques mobiles, puis des hôpitaux de jour, puis un hôpital général qui fonctionne jour et nuit, avec des relais comme ça, pour acheminer les personnes de cette zone, qu'ils soient congolais ou centrafricains, hein, mais bon, voilà, et permettre la mise en place de services de santé primaire, on va dire. Voilà. Donc c'était complètement différent. Là, j'ai fait 3000 kilomètres sur une moto trial avec un chauffeur. Je suis allée voir tous les sites de réfugiés centrafricains au bord de la rivière, comprendre où ils prenaient l'eau, où ils buvaient en fait, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme eau, où c'est qu'ils allaient faire leurs besoins, est-ce qu'ils avaient du savon, qu'est-ce qu'ils avaient en termes d'hygiène, etc. Et puis, dans les différentes cliniques mobiles, on a eu 9 centres à mettre en place, donc clinique mobile, hôpital de jour et tout. Toujours de la plus petite échelle, donc une clinique mobile, c'est genre un truc avec des feuilles en palmier, tu vois, bim bam boum, les murs sont montés comme ça. Mais comment tu fournis quand même le temps des consultations, de l'eau potable dans des bacs, voilà, mais c'est assez l'hôpital de jour, c'est pareil, mais à une échelle un peu plus moyenne, on va dire. Et l'hôpital général, avec quand même un service chirurgie et tout, donc avec de la stérilisation et tout. Donc, quand tu mets en place, tu vois, c'est vraiment les différents échelons du centre de santé avec tout le pendant, eau, hygiène, assainissement à mettre en place aussi. Et ça, c'était hyper riche, en fait. Je suis restée 3 mois. Ouais, ouais. Et je suis rentrée en mai de cette mission-là. Ouais. Billy, ouais. Et puis après, je suis repartie en juillet sur Haïti, Port-au-Prince, où là, il y avait l'hôpital de Martissan, donc dans un des quartiers de Port-au-Prince, assez insécure. Franchement, là, il y avait géré par les gangs, où il y avait des épidémies de choléra régulières depuis 2010, depuis la bactérie est revenue sur l'île. Et donc, l'idée de MSF était de voir de quelle manière mettre en place plutôt des actions de prévention, plutôt que d'être toujours à gérer les nouvelles vagues d'épidémie, les nouvelles... Voilà, c'était pareil, donc c'était des enquêtes dans les quartiers, la prise de tous les points d'eau GPS, qui les gère, voilà. Bon, c'était plus de l'étude, ouais, de l'étude pour voir comment mettre en place un projet. Et après, j'ai fermé la mission Ebola en Guinée. Donc, je suis retournée date pour date, un an après en Guinée. Traitement et vaccin avaient été trouvés. Et on a remis le nouveau centre de santé de traitement Ebola, donc un nouveau centre qui avait été construit dans Conakry, au ministère de la Santé guinéen. Voilà, pour la suite. Il y avait la Croix-Rouge française qui était là aussi pour assurer la suite. Et il restait un petit programme de MSF sur Ebola auprès des personnes guéries, si tu veux, quoi. Voilà, qui la stigmatisation, etc., la réintégration dans la société. Voilà. Et après ça, si tu veux, moi j'ai dû faire mon rapport Bioforce quand même pour valider mon diplôme parce que on avait ces 6 mois de formation et derrière on devait faire du terrain humanitaire et au final rendre après ça un rapport sur une des missions qu'on avait faites pour décrire quelle avait été notre mission, ce qu'on avait mis en place, etc. en tant que Watson, quoi. Donc je me pose début 2016 pour écrire ça chez mes parents qui étaient pas là à ce moment-là et je le raconte dans ma conf en tout cas. Le chien de la voisine tue les poules de mon père. Je suis toute seule et je suis obligée de
procéder à l'enterrement sécurisé des poules. Et tout me revient dans la tronche, quoi. Tout me revient, tout me remonte dans le corps. Toutes les émotions que je n'ai pas, que j'ai canalisées, en fait, que j'ai étouffées. Depuis presque le premier patient Ebola, qui était un enfant de 3 ans, tu vois, c'était mon premier défunt. Donc voilà, avec tous les autres défunts qu'il y a eu, tout ce que j'ai vécu au Congo, et là, c'était quelque part une fuite en avant cette année d'humanitaire aussi en termes émotionnels. J'ai pas trouvé d'espace pour parler de ce qui me traversait. Je m'étais auto-conditionnée à pas ressentir les émotions, vu que autour de moi, on n'avait pas l'air non plus d'en parler. Et donc, j'ai commencé à faire des cauchemars très forts autour d'Ebola, voir ma famille contaminée avec du sang partout. Je prenais énormément de douches. Je me sentais un peu sale comme ça d'avoir manipulé autant de corps, d'y avoir trouvé de la joie parce qu'il y avait aussi ce truc-là d'un sens profond à faire ça, à présenter des corps aux familles, à les accompagner dans leurs derniers trucs. Il y a eu quelque chose de et très joyeux aussi avec ses équipes et donc ça pétait dans ma tête, genre mais comment un contexte aussi horrible pouvait être aussi rempli de joie, je sais pas. Et il y avait tout ça aussi, des erreurs que des collègues avaient fait, que moi j'avais fait, qui te font tourner de la culpabilité en toi aussi, de non évacuer, parce qu'au final, l'urgence fait que rien ne peut être parfait. C'est censé être un échec couru d'avance, en fait, l'émission d'urgence humanitaire. Mais ça, comme on te conditionne à être un super-héros infaillible, voilà, ça pète dans ta tête, en fait. Et donc, ça, j'en ai parlé à MSF, à mon pool manager, qui est en fait la personne qui gère les Watson. Bon, il y a le pool manager logisticien, il y a le pool manager administratif, voilà. Et Peter, mon pool manager, m'a quand même répondu ce jour-là, quand je l'ai eu au téléphone, après l'enterrement des poules, que il y avait toujours pire que moi. Et ça, c'était quand même une phrase qui a cassé le lien de confiance que j'avais vis-à-vis de Médecins sans frontières et vis-à-vis de cette famille de cœur, quoi. Parce que c'est vraiment quand même quelque chose, tu vis MSF quand t'es sur le terrain, t'es 24/24, quoi. C'est ta famille de cœur. Tu vis MSF, tu manges MSF, tu dors MSF, voilà, quoi. Et ça a été le début pour moi de la fin, en fait. Je n'ai plus réussi à repartir. J'ai fait de l'EMDR pour soigner ce post-trauma, parce qu'il a fallu Tu que peux je préciser mette ce que moi. c'est que le MDR? Ouais. Oui, je vais le dire. Mais il a fallu que j'admette moi-même que j'étais en situation post-traumatique et que j'avais des syndromes, voilà, en cherchant sur Internet un peu. Les services psy de MSF m'ont dit que j'avais fait mon post-trauma trop tardivement, donc il y avait plus de prise en charge possible. Ça a évolué depuis. Là, je suis en train de te parler de ça en 2016. Les choses ont bien évolué depuis, donc je veux tempérer aussi ça. Le MDR, c'est une technique qui a été développée avec les vétérans de la guerre du Vietnam aux États-Unis, qui consiste à réaliser des mouvements oculaires. Donc c'est Eyes Movement Reprocessing, EMD, Desensitization Reprocessing, donc un retraitement du process par les mouvements oculaires. Donc en gros, moi, quand j'avais des énormes bouffées d'angoisse à me ressouvenir de choses en mission, c'était parce que mes souvenirs étaient mélangés à de l'émotionnel plus, quoi. Et l'EMDR va permettre de ranger les souvenirs dans le cortex préfrontal, dans la zone où ils sont censés être, et de les déconnecter du bouleversement émotionnel, de la montée d'angoisse qui génère, quoi. Voilà. J'y croyais pas trop quand la psy, franchement, m'a montré sa boule en alu devant les yeux. Et j'ai dit, attends, c'est pas avec ça que tu vas me soigner de tous ces morts d'Ebola quand même qui traînent dans ma tête. Et finalement, ça a vraiment bien marché sur moi. Alors j'en ai discuté. Il y en a pour qui ça marche pas. Il y a d'autres, il y a tout un tas de techniques maintenant qui existent. Le tout, je pense, c'est de sortir du déni. Après, la technique qui te convient le mieux, elle vient à toi. Voilà, parce que tu essayes des choses, mais c'est d'abord d'avoir la volonté de regarder en face
le désordre émotionnel ou en tout cas les choses qui te traversent, quoi. Et ça, je pense que c'est encore bien présent dans le monde humanitaire, ce déni-là de l'impact qu'on peut avoir ben oui, à vivre ce stress, en fait. Voilà. Donc, ça a évolué beaucoup, ça. D'ailleurs, Bertrand, on s'est connus grâce à ça, grâce à Co-Create Humanity, où moi, je suis maintenant humanitaire accompagnante voilà, d'humanitaire sur la santé mentale. Co-Create Humanity, monté en 2020 de mémoire, je crois. Voilà, et donc maintenant, moi j'ai arrêté, en tout cas, l'humanitaire. Je n'ai plus pu repartir parce que, non pas que j'avais peur j'ai cru longtemps que j'avais peur d'aider, et en fait c'était que j'avais peur d'aider sans filer, quoi. J'avais peur d'aider sans qu'il y ait dans mon organisation des choses mises en place au cas où, ben, je tombe, en fait. Voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux dans les organisations, petit à petit, mais il y a encore du chemin à faire. Donc, plus on libère la parole dessus, et puis plus ce pan-là sera accepté, regardé, intégré dans les programmes opérationnels des ONG. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la conf, moi, d'abord. C'est pour vraiment commencer à libérer, pas commencer, mais continuer à libérer la parole sur ce sujet. Ouais. Pour en venir à ta conférence, dedans, tu fais un néologisme, tu parles de aide-diction. Ouais. Oui, parce qu'au moment où on décide d'arrêter de partir en mission humanitaire, bah c'est pas si simple que ça en fait. Je me suis rendu compte que j'étais accro. J'étais accro à tout l'adrénaline qui est générée quand tu pars sur le terrain. Cette espèce de risque que tu prends à frôler la mort et qui te fait sentir puissamment vivant. Et comment finalement en France, dans notre petit confort de tous les jours, euh, on ressent pas ce genre de choses-là. Alors il y a un équilibre à trouver, hein, bien sûr. Je pense que vivre toute sa vie en mission d'urgence avec des contextes sécuritaires, euh, voilà, hyper durs, c'est pas tenable non plus. Mais comment tu fais pour retrouver des façons de vibrer dans ta vie sans repartir? Et ça, j'en ai discuté avec plein de collègues Bioforce sur ce truc-là, vraiment de cette sensation que à chaque fois que j'écoutais à la radio un nouveau conflit, un tremblement de terre, c'était comme si tu passais un verre d'alcool sous le nez d'une alcoolique en fait, quoi. Moi, jusqu'à à finir ma conférence, j'avais encore mon sac Médecins sans frontières dans le tiroir sous mon lit avec mes t-shirts de mission, les pantalons où je me sens bien dedans pour partir en mission, où je sais que je vais pas avoir trop chaud en Afrique et tout. Voilà. Et ça, c'est quand même, moi, ça a mis des années pour décrocher de l'humanitaire. Et je pense qu'on n'en parle pas non plus des masses de ce truc-là. Et moi, ce qui m'a fait décrocher notamment, c'est le sport. Alors là aussi, il a fallu que je mette la juste mesure parce que je me suis mise à faire du sport à bloc. Parce que bon, forcément, on fait pas les choses à moitié, hein, n'est-ce pas? Et j'ai fait du trail en montagne, du trail. J'ai couru en montagne, j'ai couru. Parce qu'il y avait une colère aussi sous-jacente, parce que au-delà de l'EMDR qui te permet de passer cette phase de débordement, d'anxiété, d'angoisse, d'émotion, derrière t'as quand même la colère de putain, j'ai cru un truc, de la désillusion en fait. Voilà, de la manière aussi d'avoir été géré un peu comme un pion dans l'échiquier, dans l'humanitaire. Cette gestion RH qui reste encore tellement, mais tellement à améliorer. Et, voilà, j'y vois plein de potentiel. Je veux pas pointer que les problèmes, hein, mais voilà, c'est vraiment des choses à améliorer, je trouve. Et donc, ben, comment tu canalises cette colère-là? Comment tu passes à autre chose? Comment tu revibres? Et moi, alors du coup, il y a eu le sport et il y a eu les abeilles. Voilà. C'est vraiment le cœur de ma conférence. C'est les abeilles comme recours à retrouver du vivant dans ma vie, quoi. Ouais. Et cet esprit de la ruche, ce collectif, ouais, cette joie qu'elles ont, s'ancrer dans les saisons aussi, reprendre pied, ben voilà, revoir tout fleurir autour de ça, parce que c'est des portes, les abeilles, c'est des portes à voir le vivant, parce que en fait, quand tu raisonnes abeille, tu regardes toutes les fleurs qui apparaissent au fur et à mesure des saisons. Ah putain, celle-là, elle est apparue 15 jours avant l'année dernière, da. Ouais, c'est génial. Après, tu découvres un monde, une intelligence du vivant, de trucs. Bon, voilà,
je suis amoureuse des abeilles et elles m'ont sauvée je sais pas de quoi d'ailleurs, mais en tout cas, elles m'ont fait reprendre pied à tout ça. Voilà. En plus, c'est des passeuses, enfin quand même, juste pour la petite anecdote, hein, les abeilles, c'est aussi des animaux qui sont des passeuses entre la vie et la mort. Mm. Tu vois, la cire d'abeille sert pour les bougies, pour le Mm. deuil. Et donc, il y a une connexion aussi avec l'émission que j'ai eue en humanitaire. Voilà. Donc, c'est tout ça que je raconte. Et puis, chacun trouve... je sais qu'il y a il y a dans mes collègues Bioforce, ceux qui ont arrêté, ils sont devenus soit agriculteurs ou ils ont fait des bébés. Mais je pense qu'il y a un besoin derrière de créer de la vie. En tout cas, de trouver comment tu retrouves de la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, parlons-en de ta conférence gesticulée. Donc, elle s'appelle je ne suis plus un héros. Je veux bien que tu nous expliques aussi le processus de création. Pourquoi t'en es arrivé à le faire et comment tu l'as fait. À l'heure où on se parle, elle a déjà dépassé 11 000 vues sur YouTube, ce qui est plutôt honorable, je crois. Et en tout cas, elle a énormément de commentaires. Et Mm. tous les commentaires sont unanimes. Alors ils sont très positifs et je me joins à eux. Il y a un commentaire que j'avais relevé et que je partage un peu pour en avoir regardé beaucoup des conférences gesticulées. Ça fait du bien une conférence gesticulée comme la tienne qui est dynamique, qui est voilà, t'alternes de l'humour évidemment, t'alternes aussi du chant sans trop en dire, mais tu nous as parlé tout à l'heure de ton amour pour Daniel Balavoine. Et donc dans cette conférence donc qui s'appelle, je le rappelle, Je ne suis plus un héros, qu'on retrouve sur YouTube, hein. Tu parles tu fais de nouveau un néologisme et tu dis, tu parles de tout à l'ego dans l'humanitaire. Ah, pour faire le lien avec le Mm. Watson, jeu de mots avec le tout à T'as l'ego. l'ego. Tout Ouais. à l'ego, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Et après, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette conférence gesticulée? Le tout à l'ego, il est venu au moment du Covid, tu vois. Alors après, je l'ai appliqué au monde de l'humanitaire, mais ce néologisme-là, il est venu au moment de la gestion du Covid en France. Mais bon, euh, en tout cas, ça part du principe que moi, le sentiment que j'ai eu dans l'humanitaire, c'est que on, on traite d'abord des conséquences. On aime beaucoup s'attaquer aux conséquences des crises sans regarder les causes, quoi. Et ce tout à l'ego à l'intérieur du monde de l'humanitaire, c'est un peu comment tu évacues au loin. Euh, J'appelle ça la merde sociale, c'est peut-être pas très très classe, mais en tout cas, les personnes qui ont vécu un traumatisme, comment le turnover aussi dans les missions, dans les organisations humanitaires. Donc comment, en fait, tu dégages du système très rapidement des gens, tu les mets loin, la merde sociale, on va dire, sans comprendre que la merde, c'est toi qui l'as créée, en fait. Et ça, c'est vis-à-vis des directions, je trouve, des ONG qui aujourd'hui quand même ont voilà, la conférence gesticulée, elle a ce volet-là d'une critique politique du système enfin parce que c'est traite pas que de l'humanitaire. La conférence gesticulée, elle peut traiter de plein de sujets. En tout cas, moi, c'était celui-là, mais j'étais avec un groupe en fait de 8 autres personnes qui racontent aussi leur parcours de vie et avec d'autres thématiques, mais la caractéristique commune, c'est de mélanger du savoir chaud, donc notre expérience personnelle d'un sujet, du savoir froid, de la théorie, de l'apport en fait de savoir, voilà, où on a été glané dans plein de publications et tout, des chiffres, des points historiques, et puis tout un tas d'autres choses qui viennent à côté, Daniel Balavoine, les abeilles, et que tu essayes de tisser dans un Scooby-Doo, on appelle ça un Scooby-Doo, c'est comment tu as un discours qui s'enchaîne avec tous ces trucs-là qui, au départ, ont l'air de rien avoir les uns avec les autres et qui finissent par s'agencer, quoi. Et le propos, il est quand même de dénoncer ben voilà, les processus de domination, qu'il soit domination de race, domination de classe sociale, domination de genre, et en gros aussi le capitalisme, quoi. Et moi aujourd'hui, en fait, quand j'ai démarré cette conférence gesticulée, il y avait une intention de porter, de dire.
Et parce que j'avais démarré à écrire d'abord, mais je voyais qu'il y avait un pan de moi militant qui n'était pas nourri par l'écriture, qui était plutôt romancée. Et donc j'avais aussi ce besoin de prendre parti, de porter un discours, sans une intention de convaincre, hein, juste témoigner en fait, témoigner. Et cette forme verbale là de l'addiction, elle était importante aussi, de faire sortir de soi. Et et donc, quand j'ai démarré ma conf, elle était vraiment, donc c'est un accompagnement sur 4 mois et une semaine par mois. On est accompagné par l'Ardeur, il y a tout un tas de compagnies qui font des conférences gesticulées, mais moi, c'était l'Ardeur, donc le groupe de Franck Lepage. Et donc, au début, moi, je voulais traiter juste la santé mentale et de la gestion RH des humanitaires, point, qui était déjà un bon petit sujet en soi. Et puis, quand j'ai commencé à lire, à me documenter pour nourrir cette conférence, j'ai découvert aussi toutes les nouvelles façons de financement du système humanitaire, des organisations humanitaires. Et notamment l'arrivée progressive ces dernières années, déjà maintenant une quinzaine d'années, mais des entreprises néolibérales et capitalistes à l'intérieur du monde de l'humanitaire, et comment l'humanitaire est aujourd'hui instrumentalisé au profit de ces entreprises-là, quoi, et ça, moi, j'ai dit, mais non, je peux pas ne pas en parler. C'est parce que ça conditionne aussi la manière avec laquelle sont gérées les ressources humaines en humanitaire. Donc, l'argent qu'on met dans la santé mentale, l'argent qu'on met dans la prévention, l'argent qu'on met dans la fidélisation des ressources humaines, voilà, dans le bien-être, dans le soin, en fait, qu'on porte à ces ressources humaines. Ressources humaines, d'ailleurs, c'est un terme un peu, bref. Mais, en tout cas, voilà. Et donc, il a pris aussi ce discours ben non, en fait, moi, je refuse que le monde de la solidarité, aujourd'hui, ça soit le cheval de Troie des entreprises capitalistes pour conquérir de nouveaux territoires, par exemple. Et donc, voilà, il y a un côté aussi quand même assez politique à mon discours. Il y a un côté politique aussi parce qu'avec Co-Create Humanity, on accompagne des humanitaires à titre individuel vis-à-vis de leur santé mentale, mais je trouve qu'il manque quand même ce truc de faire collectif, tu vois, de se structurer pour défendre nos droits de travailleurs humanitaires. Et là, il y a des syndicats qui se créent un peu partout, mais ça fait que depuis quelques années, à MSF France, il y a que 2 ans que CGT Sans Frontières est créé, donc tu t'imagines 2 ans, c'est rien. Et comment, du coup, là, il y a aussi ce besoin de faire politique, en fait, de défendre nos droits. Et le sujet est complexe parce qu'aujourd'hui, je vois chez MSF, il y a 140 nationalités différentes chez les expatriés. La moitié des travailleurs humanitaires viennent du continent africain. C'est une très bonne chose pour moi que ça se désoccidentalise, ce milieu. Mais comment tu permets quand même qu'il n'y a pas d'abus en fait, de pouvoir et d'abus sur les ressources humaines que tu recrutes, voilà. Comment tu permets le soin, en fait, des travailleurs humanitaires comme n'importe quelle population auprès de qui tu viens quand même porter secours, quoi. C'est la base, je trouve. Il y a quand même une espèce de schizophrénie à pas prendre soin de son staff, alors que tu vas prendre soin de populations en détresse, quoi. Voilà. Comment tu expliques justement ce lien entre le capitalisme néolibéral, son entrée dans les ONG et les conséquences sur les ressources humaines? Toi, comment est-ce que tu l'expliques de façon très simple? Eh ben, on a basculé d'une forme de militantisme, voilà, post-68 art du mouvement humanitaire qui se voulait humaniste, avec des docteurs, voilà, les premiers French doctors qui intervenaient de façon bénévole sur le terrain. Ça n'avait que peu de portée au final, hein, c'était quand même assez limité en termes d'impact positif pour les populations. Donc après, il a fallu on va dire institutionnaliser ces structures-là. Il y a eu les États qui sont revenus dans les années 90 un peu plus regarder de plus près ce mouvement-là, parce qu'au début, il y a eu une énorme mobilisation citoyenne tu vois, avec l'Éthiopie, avec des crises comme ça, là, où les premières famines arrivaient sur les postes de télévision, et du coup, il y a eu un élan solidaire énorme, quoi. Et ça, c'était hors des États.
Et quand, à la fin de la guerre froide, fin des années 80, ouais, les États ont quand même vu cette montée-là de forces citoyennes d'opposition, un peu comme une pseudo-menace. Donc, ils se sont rapprochés des structures humanitaires. Les French Doctors, d'ailleurs, ont été recrutés au poste de ministre des Affaires étrangères ou de la Santé, Kouchner notamment, bref. Et puis derrière, du coup, il y a toute cette arrivée depuis les années 2000 de financement d'entreprises capitalistes liées aussi à la montée des besoins humanitaires croissantes, en fait, et puis à des réductions de financement public, voilà, d'année en année. Donc, je comprends aussi les directions dans ce truc de devoir trouver des manières de financer les structures, mais à quel prix, en fait? Et donc, on a basculé progressivement aussi vers le charity business, c'est-à-dire que au regard de l'augmentation des besoins d'intervention humanitaire et de la multiplication des organisations, ce secteur est devenu concurrentiel. Donc en gros, c'était la course aux dons des particuliers, quoi. Et enfin, quand tu lis des choses sur par exemple, la communication de la compassion, il y a quand même des tests qui sont faits avec des photos de petits Africains pour voir quelle photo va générer le plus de compassion. Là, t'es vraiment dans des processus commerciaux, quoi. Et du coup, ont été recrutés à la tête de certaines organisations des cadres, des jeunes cadres dynamiques venant du monde de l'entreprise, parce que c'est un secteur concurrentiel, donc il faut trouver des marchés. Et donc, ça a totalement aussi bouleversé la manière de gérer les organisations en interne, quoi. Tu vois, tu as un croisement en fait entre l'institutionnalisation par des financements publics où les bailleurs font que tu es obligé d'employer enfin tu vois, de basculer en mode projet avec vraiment des termes, des trucs redevabilité bailleur, etc. Et puis aussi ce truc de la course au financement avec du coup ce truc de consacrer des financements à la fidélisation des ressources humaines ou au moins à la prévention, à la gestion des risques psychosociaux, à la santé globale en fait de ton personnel. Ben non, il faut prouver que tu dépenses ton fric sur le terrain en fait. Il y a aussi ce truc des donateurs qui, moi, je sais pas si c'est vraiment voulu, mais qui cherchent quand même à ce que leur argent soit dépensé au plus proche du petit enfant qui a besoin, quoi. Mais pour que ça puisse se faire, ça, moi je pense qu'il faut derrière que, on laisse pas de côté ceux qui vont dépenser l'argent sur le terrain, tu vois. Comme je dis, j'ai écrit un texte où je dis, bah oui, on sauve des vies à l'autre bout de la planète. Madame Michu, elle donne son argent pour sauver des vies à l'autre bout de la planète, mais elle ne sait même pas que dans sa propre rue, elle a peut-être quelqu'un en stress post-traumatique d'avoir été dépenser son argent sur le terrain, tu vois. Donc c'est ce truc-là un peu plus de considération quand même pour ceux qui font ce travail-là. Mince quoi. On n'est pas des entreprises, on est des organisations non gouvernementales. Oui, c'est ça, à but non lucratif. Donc à but non lucratif. Alors la Croix-Rouge aujourd'hui se fait appeler association entreprise à but non lucratif. Donc, bon, comprendre l'évolution du vocabulaire aussi. La conférence gesticulée, elle sert aussi ça à décrypter un peu le langage qui est utilisé et l'évolution du langage. Et donc ouais, je pense qu'il y a des choses à revoir, en tout cas à se reposer, à dire et ça enfin moi je conseille vraiment le livre de Boris Martin Adieu à l'humanitaire point d'interrogation, qui est un petit livre de 130 pages, bien dense, mais déjà quand on a lu ça, on est bien formé sur le milieu dans lequel on arrive et pourquoi c'est important de se politiser, de se syndiquer en tant que travailleur quand on arrive dans ces structures. Pourquoi c'est important de défendre nos droits. Voilà. Super, merci beaucoup. Moi, j'invite vraiment les personnes qui ont trouvé ton témoignage intéressant et qui veulent en savoir plus sur toi et sur justement ce que tu présentes à aller voir cette conférence gesticulée. Donc, elle est disponible évidemment sur YouTube, mais tu vas aussi alors la vidéo qui est sur jouer. YouTube, c'est une sortie de chantier comme tu dis, c'est-à-dire c'est la première représentation que tu fais en public, et donc il y en a d'autres qui sont à venir.
On n'a pas encore les dates, donc j'essaierai de les mettre très rapidement dans la description de cet épisode dès que tu me les auras Ouais. communiqués. Mais est-ce que tu peux déjà dire un petit peu les villes dans lesquelles tu penses pouvoir la jouer et voilà comment ça se passe tout simplement si les personnes veulent aller te voir en live pour présenter ça à leurs amis ou pour aller se faire une idée par eux-mêmes. Oui, parce que à la limite, la vidéo YouTube, c'est chouette, mais rien ne vaut, ouais, de partager. En fait, c'est vrai que la salle, moi sur scène, je prends un pied monstre à faire le truc, mais la salle et la manière ouais, le collectif qui se crée, on est vraiment dans une ruche, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vous invite vraiment à partager ça en live. Et donc, alors l'idée, c'est d'aller la jouer notamment là où il y a des organisations en France, des sièges d'organisation, auprès des écoles aussi de l'humanitaire. Donc, bah, ouais, tu vois, à Lyon, j'ai vraiment à cœur d'aller à Lyon, à Paris, à Bruxelles. J'ai des petits appels aussi vers Brest, vers la Bretagne quand même. Bon, c'est sûr que je vais la jouer au Pays Basque parce que ben là j'ai ma famille, mes amis qui attendent quand même que je livre ça bah, ici aussi pour qu'ils apprennent aussi à me connaître parce qu'il y a des gens que j'ai connus après l'humanitaire et qui connaissent pas du tout ce parcours-là. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Bordeaux, la Suisse parce que ben il y a Co-Create Humanity qui aimerait bien que je vienne jouer là-bas. Donc, en fait, je suis en train un peu bah, tu vois, je bascule vers le rôle d'aller trouver des dates, des salles moi-même. Donc, voilà, ça se fait. Je suis en train de faire l'affiche. Donc, ça sera pour 2024, courant 2024. Il va falloir que j'alterne ça avec la saison d'apiculture aussi. Donc, trouver des bonnes dates aussi pour pas. Mais là, début 2024, ça devrait se mettre en place avec différentes dates. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, à suivre. Je pense que... Et après, je serai référencée dans... Il y a un site des conférences gesticulées, de tous les conférences gesticulées possibles. Et donc, je vais me référencer aussi là-dessus. Et puis voilà, déjà, ce sera pas mal. Et puis, l'idée aussi, peut-être, c'est de me former à l'animation d'anecdotes gesticulées. Donc, c'est-à-dire des soirées où des humanitaires viennent euh, sur un thème. Mettons, je sais pas moi, la gestion des ressources humaines. Non, par hasard, le thème, tu sais. Et il y a 4-5 humanitaires qui livrent une anecdote personnelle sur scène et qui permet d'être un support à la discussion, au débat. Donc ça, c'est aussi une façon différente de témoigner, donc plus collective, plus courte durée mais du coup qui permet aussi de voilà c'est un outil d'éducation populaire aussi hein, pour libérer la parole en collectif voilà Super. Plein de beaux projets. et Super ouais intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu aurais voulu qu'on aborde avant de conclure cet entretien? non je trouve que on le répète pas assez en tout cas moi peut-être qu'on me l'avait dit mais je l'avais pas intégré de pas hésiter à prendre contact avec les réseaux de pairs humanitaires avant de partir, au moment où on est sur le terrain, au moment où on rentre, il y a jamais un mauvais moment. C'est toujours le bon moment pour contacter un père, pour en cas de doute, voilà, d'envie d'exprimer des choses. Il y a énormément d'avancées qui sont faites sur les pans de la santé mentale, les différents supports, donc ne pas hésiter. Et puis voilà, trouver une façon de vibrer, quoi. Moi, je pense que c'est ça qui fait qu'on est vivant, hein, c'est tout. Bon, bah, en tout cas, Linda, merci beaucoup. Et puis, bah, au plaisir De rien. de voir vivre longtemps et avec succès cette conférence gesticulée, et puis tous tes beaux projets que tu as prévus pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce podcast et pour tout ce que tu fais, Bertrand. Merci à toi. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee.
Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.